La paix fut retrouvée. Les États-Unis sont redevenus une seule entité. La guerre civile est enfin terminée. Malgré la faim, certains Américains refusaient le pouvoir de MacArthur et des groupes de résistance se levèrent contre lui, surtout dans les anciens États contrôlés par les corporatistes. C'est pour ça qu'une politique de réintégration des États se mit en place, avec une chasse aux résistants pour calmer la population énervée. Malgré cette résistance, la plupart de la population américaine était heureuse de la fin de la guerre. MacArthur remit la liberté d'expression et lança une réforme contre la pauvreté. Même si la guerre civile était terminée, il restait en réalité un dernier territoire qui n'était pas contrôlé par les États-Unis d'Amérique. C'était le territoire d'Alaska. MacArthur préparait une opération de débarquement avec la 3e armée. Quatre divisions et 3 destroyers devaient débarquer en Alaska en cas de refus du gouverneur de se soumettre. Avant, l'Alaska était un territoire où Rockefeller avait envoyé les Amérindiens pour prendre possession de leurs terres, pour les industrialiser. Il avait mis en place des camps de concentration et les forçait à travailler dans l'extraction du pétrole. Il y a eu peu d'informations qui ont été trouvées pendant la guerre civile. On pensa que le chef de l'Alaska continuait à forcer les Amérindiens à extraire le pétrole. Le 28 janvier 1927, MacArthur envoya un ultimatum à l'Alaska de se soumettre ou d'être détruit. Mais Frank Freeman Philip se soumetta. Les hommes ont pu débarquer sans combat et furent même accueillis par les habitants d'Alaska. Leur chef et son armée se sont rendus sans défense. Les soldats découvrirent que les camps ont été fermés et que les Amérindiens ont été mis dans des réserves où ils étaient plus libres et l'Alaska avait créé un bureau des rois indiens. Est-ce que les intentions de Philippe étaient louables? C'était un corporatiste, mais pourquoi avait aidé les Indiens? On ne sait pas. On garda le bureau et le système des réserves, et on ramena les Amérindiens dans des territoires proches de leurs anciennes terres, dans de nouvelles réserves. Certains voulaient leur rendre leurs terres et détruire les industries créées par Rockefeller. Cette question indienne sera pour plus tard. Le 1er mars, la loi contre la pauvreté fut mise en place et aida le pays à se relever. Par la suite, on se prépara aux différents procès de la guerre civile, où les anciens chefs de guerre, généraux des différentes armées, seront jugés. Pourquoi plusieurs procès? Un procès correspondait à un groupe armé, comme par exemple, un procès serait destiné aux corporatistes, un autre au clan, un autre aux communistes, etc., etc. Il y aurait 5 juges, un représentant de l'armée de libération, un représenterait la Californie, un autre le Texas, un représentait la Nouvelle-Orléans et la résistance de Wyoming, et le dernier représenterait la Floride, qui représente la résistance afro-américaine. Chaque procès se déroula les uns après les autres. Certains étaient rapides, comme celui des Mormons, d'Alaska ou Washington. Les plus importants étaient ceux du clan, des corporatistes et celui de Ford. Durant le procès du clan, de nombreux témoins racontèrent les horreurs du clan, de la voie de la mort, où le clan pendit des milliers de résistants de la Nouvelle-Orléans à la frontière du Texas, avant de brûler leurs corps. Des militaires racontaient les horreurs qu'ils ont découverts, comme les fosses. Les témoignages ont été si horribles, avec des preuves photographiques à l'appui, que certaines personnes dans le tribunal sont parties de dégoût. La fin de ce procès était déjà connue depuis longtemps. Pour le procès de Ford, on envoya à la barre des témoins qui avaient connu la répression des milices fordistes en 1916. À un moment, Ford aurait crié et insulté la cour, avant qu'un garde le calme à grands coups de matraque. Pour les corporatistes, le procès fut attendu. On parla des horreurs de travaux forcés pendant et avant la guerre civile. Rockefeller Jr., qui n'était toujours pas remis, c'était quelqu'un qui le représentait et qui essayait de défendre cet homme. Ce représentant dit que Rockefeller Jr. n'était pas responsable des actes de son père, qui n'avait pas participé et n'en savait rien. Mais tout le monde savait que Rockefeller Jr. était le vice-président de son père, et donc savait tout, et aurait même participé. Il aurait été en partie responsable des camps indiens, des horaires forcés et de la répression de 1916. Les autres corporatistes n'arrivaient pas à se défendre, car ils avaient suivi le mouvement de Rockefeller avec des travaux forcés. Les anciens ouvriers parlaient des conditions horribles dans l'usine et dans les habitations données par les différents corporatistes. Ceux qui s'en sortaient le mieux étaient la Loge ou la Nouvelle-Angleterre, où Collins fut aidé par les anciens membres de la coalition, même du parti ésotérisme, dirigé par un certain Lovecraft. Pour les communistes,
c'était flou. On ne savait pas qu'est-ce qui les attendait. Pendant le procès, MacArthur continua les réformes, comme une réforme agraire, pour combler le manque de nourriture et ainsi satisfaire les fermiers. Puis, il réouvrit les institutions démocratiques. Puis, il combattit la dette avec une réforme qui portera ses fruits des années plus tard. Et enfin, il fit une préparation à la nouvelle démocratie, comme promis. Le 1er août 1927, le procès se termina et le verdict allait tomber. Tous les condamnés étaient présents. Et voici les verdicts. Pour Bill Haywood, chef des syndicalistes, jugé pour insurrection et trahison, 60 ans de prison. Henry Ford, pour avoir assassiné Roosevelt et travaux forcés, condamné à mort. Pour William Simmons, pour crime de masse et meurtre à grande échelle perpétué par le clan, condamné à mort, lui et ses généraux. Pour Louis A. Ware, chef de la loge, 10 ans de prison. Pour Harry Bridge, chef de la République soviétique d'Oregon, il a fui, mais ses généraux seront condamnés à la prison à vie. Pour Samuel Hill, chef de l'État de Washington, 5 ans de prison. Pour David O. McKay, chef des Mormons, 35 ans de prison. Pour Frank Freeman Philip, chef d'Alaska, il aurait dû être condamné à mort, mais il est condamné à la prison à vie et son industrie pétrolière saisie par l'État. Pour Al Smith, chef de New York, 12 ans de prison. Pour Kevin Coldy, chef de la Nouvelle-Angleterre, 3 ans de prison. Pour les corporatistes, tous leurs biens sont saisis. Pour Rockefeller Jr., condamné à mort. Pour Andrew Mellon, président des corporatistes durant la guerre civile, condamné à mort. Pour William Randolph, prison à vie. Pour Edward L. Downey, condamné à mort. Pour Charles M. Schwab, condamné à mort. Ainsi s'achevèrent les procès. Par la suite, les peines furent appliquées. Beaucoup des opposants ont été enfermés et d'autres disparus dans la mort. Leur nom à jamais rattaché au mot traître et meurtrier. Enfin, on pouvait se tourner vers l'avenir. MacArthur étendit la recherche américaine et l'intégration fut sans problème. Alors que les États-Unis redevenaient elles-mêmes de l'autre côté de l'océan, l'Europe tombait dans les guerres. L'Allemagne fut de nouveau réunifiée par un certain Rome, un radicaliste violent. Ça s'annonçait mal pour les Allemands. La Yougoslavie s'étendit aussi, avec la Bulgarie et l'Autriche. L'Italie était toujours en guerre. La France avait étendu son territoire et son influence à l'Europe de l'Ouest. En Turquie, la guerre civile s'arrêta avec la victoire de l'Empire ottoman et une nouvelle guerre gréco-turque commença. Elle s'annonçait mal pour la Turquie, mais la Yougoslavie rejoignit le camp de l'Empire ottoman contre la Grèce. En Russie, les Rouges ont anéanti les principaux opposants. Ce seront les communistes qui dirigeront la Russie. Le 15 mars 1928, l'intégration du dernier territoire se fit aux États-Unis. L'Amérique était de nouveau unifiée. Ce fut un grand jour pour les États-Unis d'Amérique, car tout le pays était sous une seule bannière. Dans la foulée, MacArthur annonça les élections pour la démocratie en 1932, pour en finir avec le régime temporaire qu'il avait mis en place en attendant. Ça y est, ça allait commencer. Les élections vont arriver dans les prochains jours. Les candidats ne sont pas de l'ancienne garde. L'espoir d'un renouveau était présent. MacArthur ne s'est pas présenté. En effet, son gouvernement n'était que temporaire, le temps de restaurer les États-Unis d'Amérique. Même s'il y avait une pression populaire pour qu'il reste, il refusa. Ce ne sera pas le prochain George Washington. Il va se retirer, mais il jure que si la démocratie était encore en danger, il prendrait les armes et restaurerait la démocratie par lui-même, un sort d'ange gardien des États-Unis d'Amérique. On attendait de ces prochaines élections d'un retour à la normale. Même si l'espoir de revenir comme avant était là, les Américains étaient dans un certain malaise et ne voyaient pas l'avenir correctement. Ils avaient vu le pays déchiré, détruit, des hommes, des voisins, des frères, des pères, des fils s'entretuer pour des causes différentes. Personne ne savait où on allait, même pas MacArthur. Les rancœurs étaient toujours là, bien cachées. On ne sort pas d'une guerre civile sans rancœur. Tout est venu de Rockefeller. Mais Rockefeller est arrivé au pouvoir par les Américains. Ils l'ont élu. Est-ce que c'est leur faute? Peut-être pas. Rockefeller a menti à tellement de monde et tout le monde est tombé dans le panneau. Et je pense que la plupart des Américains se détestent pour ça. Et à tellement se regarder dans un miroir est un calvaire. Pour moi, j'ai vu des horreurs, senti et ressenti. J'ai tiré sur des frères, mais je ne suis pas en paix. J'ai tué des Américains. Nous sommes une nation divisée, qui est unifiée mais par le feu et le sang. Certains des cracks devaient mourir, mais est-ce que c'est le cas pour tous? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Et la question qui se pose, est-ce que cette nouvelle union
est un leurre. Est-ce qu'une troisième guerre civile américaine va commencer? Je ne sais pas. Et je pense que personne ne sait, ni même Dieu. Ce sera pas pour tout de suite, car la guerre civile américaine a fait plus de 2 millions de morts. La plupart des morts ont été faits dans les derniers combats entre l'armée de libération et les corporatistes. Mais on risque de recommencer. Je maudis la guerre. Je maudis Rockefeller. Je maudis les frères. Et surtout, les alliés de la dernière heure, qui nous ont accueillis alors qu'ils ont profité du système de Rockefeller et des autres. Je les maudis. Mais peut-être je me trompe pour une troisième guerre civile américaine. Peut-être que tous les Américains veulent continuer, avancer, passer à autre chose, se réconcilier, je sais pas. C'est à eux de décider. Et que la démocratie que MacArthur a réparée va être fonctionner, qui sait. Malgré les heures sombres, il faut toujours avoir de l'espoir. Et comme MacArthur, elle revient. Après tout, l'espoir est là, le corporatisme est fini. Essayons de voir l'avenir, même s'il faut forcer malgré le malaise. Car c'est ça la pensée de l'armée de libération. Car en ce jour de 1932, on peut dire que c'est la fin du corporatisme.